Mercredi dernier, la maison de vente Sotheby's mettait en vente une partie du fonds de la marchande d'art Hélène Leloup. Une collection composée entre autres de sculptures Dogon et constituée entre la fin de l'ère coloniale et le début de l'indépendance du Mali. Nos confrères de Jeune Afrique se sont intéressés à cette collectionneuse française, son parcours et surtout les objets en sa possession. Nicolas Michel, bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous signez cette enquête. Merci d'être avec nous. Dites-nous tout d'abord qui est Hélène Leloup. Alors Hélène Leloup, c'est une marchande d'art africain qui a commencé à récolter des œuvres à partir de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 80. Donc durant la période coloniale et après la période coloniale, et qui a ouvert une galerie d'abord à Paris, puis ensuite à New York. Donc elle a tenu les deux pendant un certain temps. Et elle n'a cessé de vendre des œuvres, mais aussi de se renseigner sur le monde des Dogons pendant toutes ces années. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux sculptures et notamment aux objets que possède Hélène Leloup? Alors, en fait, l'intérêt est venu d'une histoire qui commence en 2011, quand Hélène Leloup vend à AXA pour le Quai Branly une sculpture Dogon qui vaut à peu près 4 millions d'euros. Et en même temps, elle est commissaire d'exposition pour la grande exposition Dogon du musée du Quai Branly. Du coup, la concomitance de cette vente et du commissariat d'exposition nous a fait nous interroger un petit peu sur sa manière de procéder. Alors, à combien s'élève ou à combien est estimée actuellement la collection d'Hélène Leloup? Alors, on ne peut pas vraiment le dire, puisque en fait, on ne sait pas quelles sont les œuvres, quelle est la quantité d'œuvres qui sont toujours en sa possession. En tout cas, ce qui est prévu, c'est que Sotheby's doit mettre en vente les deux parties de sa collection. Donc là, une première partie a eu lieu à Paris, une seconde partie doit avoir lieu à New York l'année prochaine. L'estimation globale de cette collection-là, elle est de 20 millions d'euros. Mais certains spécialistes disent que les plus belles pièces ne sont pas forcément contenues dans ces deux ventes. Alors justement, parlant des pièces, les pièces qui composent cette collection ont-elles été acquises de façon illégitime ou illégale? Alors, c'est très compliqué, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 50 et ensuite avec l'indépendance du Mali, Hélène Leloup se rend en Afrique en 4x4. Elle va rencontrer des populations auxquelles elle s'intéresse de près et de manière aussi précise, et elle négocie certaines œuvres. Alors, comment est-ce qu'elle les négocie? Elle parle d'antiquaires qui vendent les œuvres. Et alors, c'est le mot antiquaire qui est utilisé, il paraît un peu anodin. Nous, on pourrait dire par exemple trafiquants. Parce que ce sont des gens qui vendent des œuvres, mais est-ce qu'ils ont l'autorisation des communautés autour d'eux de vendre ces œuvres? Ça n'est pas sûr. Hélène Leloup raconte elle-même, dans certains de ses textes, qu'elle va rencontrer des chefs de village qui l'introduisent la nuit dans des grottes ou dans des huttes où des objets ont été rassemblés. Quand vous allez, la nuit, introduit par un chef de village, récupérer des objets, il n'est pas sûr que l'ensemble du village soit d'accord pour les vendre. Alors, toutes les sculptures Dogon présentes dans la collection d'Hélène Leloup peuvent-elles être réclamées par les autorités du Mali, par exemple? Ça dépend de la manière dont on voit les choses. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui existent à partir de l'indépendance du Mali, et il y a des règles qui demeurent celles de l'État colonial. Et puis, les véritables règles très précises que le Mali met en place pour protéger son patrimoine, ça date des années 80, donc c'est plus ancien. Est-ce que le Mali peut les récupérer, les demander? C'est une question qui concerne chaque pièce. Après tout, savoir comment elle est arrivée entre les mains d'Hélène Leloup, qui l'a vendue. Mais globalement, on a quand même affaire à un certain nombre de trafiquants qui vendent des pièces sans vraiment être dans la légalité. Se pourrait-il que les pièces Dogon dont on parle, ces sculptures, aient été sauvées par Hélène Leloup? Alors c'est ce que disent beaucoup de marchands. Encore là, à l'occasion de la sortie de cette enquête, c'est ce qu'on nous reproche, c'est de dire que, les marchands disent, sans nous, certaines pièces auraient été détruites au moment de l'islamisation ou parce qu'il y avait des autodafés d'œuvres animistes. Et certains marchands disent aussi que ces pièces n'étaient pas entretenues
donc étaient vouées à disparaître avec le jeu des éléments. C'est leur point de vue. Moi, je pense que ce sont des pièces qui étaient encore utilisées, qui pouvaient encore être utilisées, qui étaient en tout cas qui appartenaient à des personnes. Et que donc dans ce cas-là, c'est à eux, à la limite, de décider s'il faut les sauver ou pas. Après, c'est pas vraiment une question de sauver, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on les considère. Les marchands sont allés les chercher, non pas pour les sauver, mais parce qu'ils ont fait d'énormes plus-values dessus. Alors, lors de la mise aux enchères la semaine dernière, une statue Fang du Gabon n'a pas été vendue. Elle a été pourtant présentée comme la pièce phare de cette vente. Que s'est-il passé ? Alors, il s'est passé plusieurs choses. Donc, la pièce Fang a été estimée à 6 millions d'euros à peu près. Alors, entre 4 et 6 millions d'euros, avec un prix de réserve. Donc, si on n'atteint pas, grosso modo, si les enchères n'atteignent pas 4 millions, elle ne peut pas être vendue. Alors, il y a eu une intervention d'un collectif gabonais qui a réclamé cette pièce en disant que ça appartenait à leur communauté. Et certains spécialistes disent que ça a pu jouer, et les collectionneurs se sont peut-être un peu effrayés. Après, d'autres spécialistes disent que le prix était surestimé par rapport à la pièce, donc 4 millions, entre 4 et 6 millions, c'était beaucoup trop. Tout ça a pu jouer, mais effectivement, les collectionneurs aujourd'hui, face à la question des demandes en restitution, peuvent être un petit peu plus frileux qu'avant. En 2025, le Quai Branly doit accueillir l'exposition Dakar-Djibouti contre-enquête, notamment au sujet des sculptures Dogon. Est-ce une occasion de faire une enquête ou en tout cas de mettre la lumière sur la provenance des œuvres qui composent notamment ce musée? Alors, le Quai Branly enquête déjà sur les œuvres qu'il possède. Ça va être l'occasion de poser cette question, mais la question qu'il faut se poser, c'est aussi, au-delà de ce qui est contenu dans le musée du Quai Branly, et en l'occurrence, il y a à peu près 6000 pièces Dogon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait pour les œuvres qui ne sont pas au musée du Quai Branly, c'est-à-dire toutes les œuvres qui sont arrivées en Europe ou aux États-Unis dans des mains privées. Parce que celles qui sont au Quai Branly, à la limite, on les connaît. Mais là où on peut s'interroger, c'est sur les marchands, donc des marchands comme Hélène Leloup. Elle n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres, qui se sont intéressés à différentes œuvres de différents pays africains, qui les ont ramenées pour les vendre à des collectionneurs privés. Et ces œuvres-là, on ne les connaît pas puisque, par définition, elles sont entre des mains privées. Nicolas Michel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre enquête intitulée Du Mali au Quai Branly, les millions du jackpot Dogon. Une enquête à lire sur le site jeuneafrique.com et dans le magazine qui paraîtra le mois prochain. Merci.